Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au Bon Marché, rive gauche. Le magasin est fermé mais l'exposition est derrière nous. Dans le cadre donc de cette exposition, Amazon Érogène, que vous voyez juste derrière nous, elle est spectaculaire, signée Prune Noé. Bonsoir Prune. Bonsoir Laurent. À ses côtés, son complice maintenant depuis quelques temps, Daniel Pénac, vous l'avez tous reconnu. Bonsoir Daniel. Et bonsoir Laurent. Bon, on ne va pas le présenter, hein, c'est l'écrivain créateur de la saga Malocène, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec ce magasin, on y reviendra. Et concours de circonstances, le premier livre justement de Daniel, c'est en 1985. Comme c'est étrange, c'est l'année de votre date de naissance. Vous y avez pensé l'un et l'autre? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je fêtais ça déjà, mais sans le savoir. Sans le savoir. Alors, cette exposition, c'est vraiment l'occasion d'une nouvelle rencontre entre vous deux. Et avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur de cible, pour jouer sur toutes les métaphores, j'imagine que chacun, derrière l'écran, se demande mais comment ils se sont rencontrés, où, dans quelles circonstances. Alors, je vais apporter un élément de réponse, un extrait d'un film. On en parle juste après. Extrait. Je vois mon coude. Je peux couper Et là, mon coude. et là. Ah. Et là, je me vois. Bon. Alors, tu sais que si tu veux couper ta tresse, il faut couper au-dessus de l'élastique pour qu'elle parte en mille morceaux. Non, au-dessus. Plus haut. Ah, t'es pas bien. Ici? Oui. Tu capes? Si tu te mettais face à moi, peut-être. C'est possible d'arriver à faire les deux. Ça fait un joli bruit. Tout beau? Attends, monte un peu plus parce que pour faire la suite de là où tu es, il faut que tu sois un peu plus haut. Ah, Un comme peu ça? plus haut, oui. Non. Si? Si, pour continuer. Non. Oui, parce que tu as coupé. Monte Mais un c'est peu pas plus haut. grave. Monte un peu plus haut, je crois. Je veux pas montrer trop haut. Ah, c'est bizarre. C'est ta couette, hein? Je peux la mettre de l'autre côté. Je vais la mettre là. Oui, ça, et regarde bien de face. On dirait peut-être un éléphant. Enfin, je sais pas. Étonnant, ta mince. Alors attends. Moi, je t'aime beaucoup comme ça. D'abord, Prune, bon, on peut peut-être identifier ce film. C'est un extrait de Serendipity, un film de 2019. À quelle occasion vous aviez réalisé ce film? Suite à un cancer du sein. Ouais, déclaré en 2016. Déclaré en 2016, voilà. Et j'ai, à un moment donné, décidé de dire action à moi-même et d'être proactive de la maladie. Et c'est un film très organique que j'ai créé au fur et à mesure sans trop savoir où j'allais. On va revenir sur cet extrait précisément avec Daniel, mais d'abord une question. Dans l'extrait, on voit Agnès Varda. Quel était le lien que vous aviez avec Agnès? En fait, Agnès, je l'ai rencontrée, elle avait 87 printemps. Ouais. Et j'ai eu cette chance de la connaître pendant les dernières années de sa vie. Et c'est vrai que je pense que comme les enfants, au bout de quelques mois, on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours. Et ben, en quelques années comme ça, à l'autre bout de la vie aussi, j'ai l'impression qu'on s'est connus toute notre vie. Et on savait pas à ce moment-là que ça ferait partie du film. C'est elle qui m'a dit, comme elle savait que j'allais passer à travers la chimio et que je voulais en faire un rituel pour que ce soit plus facile. Elle m'a dit, écoute, moi je t'accompagne parce que quand j'avais 18 ans, j'ai aussi fait un rituel de passage entre la jeune fille et la femme. Et là, c'est la même chose qui va t'arriver. Tu vas passer de la jeune fille à la femme. Et donc, elle m'a aidée à couper cette natte. Et ça s'est retrouvé ensuite dans le film, mais un peu par hasard. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai retrouvé ce mot Amazon qui faisait partie de la mythologie commune, un mot que j'avais entendu dans mon enfance plein de fois à travers les différentes histoires. Mais là, à ce moment-là, ça a fait un déclic dans ma tête quand elle m'a dit « Tiens, on dirait une Amazone ». Et j'ai tout de suite eu cette idée de faire le geste. Et c'est ce geste qu'on voit dans le film. Et ce film que Daniel a vu. Oui, c'est ça, la rencontre s'est faite par le film, Daniel. Vous vous souvenez Oui, précisément de cette séquence? Ah oui, on se connaissait avant. Je connaissais l'œuvre de Prune, qui elle avait lu les Malocènes quand elle était petite. Donc, de ce point de vue, c'est comme les œuvres se rencontrent un peu, Bien comme sûr. les gens dans la vie. Et ce jour-là, j'étais donc dans un cinéma
Je regardais Serendipity. J'étais dans un état d'admiration dont on parlera tout à l'heure, parce que l'admiration est très très grande. Tu vois. Et surtout, j'avais un secret qu'elle ne connaissait pas. C'est que j'étais dans le même état qu'elle, mais avant l'opération. Moi aussi, c'était une suspicion de cancer du sein et j'allais être opéré. Et donc, j'étais en phase avec elle et cette scène où elle coupe sa natte magnifique pour éviter la chevelure, l'humiliation, la chute comme ça, était absolument bouleversante, d'autant plus que Agnès Varda lui racontant, ce qui était formidable, c'est ça, Agnès lui raconte l'histoire des Amazones, très bien, et on voit immédiatement Prune faire le geste. Ouais, qui est un déclic qui se fait. Ouais. Et je me dis, elle est projetée dans l'avenir, elle est déjà projetée dans une œuvre qu'elle va faire. Et c'est ça, tout l'objet de mon admiration, c'est que quand une jeune femme subit ça, à son âge, presque encore une jeune fille, subit ça, on n'imagine pas tout ce qui se passe comme douleur, comme suspicion vis-à-vis des médecins, déjà, comme désir de silence absolu, n'en parler à personne, mais comme en même temps solitude, besoin de se confier à quelqu'un. Enfin, tous ces tourments qui sont autour de ça, pendant 7 secondes, cette gamine était en train de les transformer en futur, en création. Ça, c'est absolument rarissime. Quelqu'un qui est en danger de mort et qui va transformer instantanément tout ce qui menace sa vie en création. Alors là, on est en 2019 pour le film. Aujourd'hui, on est au Bon Marché, Rive Gauche, pour cette installation. J'aimerais qu'on en voit quelques images plus précisément. Des images où l'on voit donc ce sein devenu une cible, avec une armée, une pluie de flèches qui lui tombe dessus. 888 flèches exactement. C'est quoi? C'est la numérologie? C'est un chiffre que j'aime particulièrement parce qu'il parle à tout le monde. C'est un chiffre universel qui représente l'infini. Exactement. Quand on le tourne voilà. À l'horizontale. Et cette œuvre, comme aussi l'œuvre que j'avais fait, les Terracotta Daughters en Chine, qui étaient des sculptures faites en terre et qui retournaient à la terre. Donc il y avait cette idée d'infini. Bon, là sur cette pluie de flèches aussi, on est entre la vie et la mort, entre Eros et Thanatos. Donc c'est un chiffre qui pour moi représente aussi la jonction entre des paradoxes, la jonction entre la vie et la mort. Alors cette image de l'archer, parce qu'il y a un archer aussi. Peut-être qu'on le voit dans les images, nous on le voit, il est un peu plus loin là-bas. L'image de l'archer, de la flèche, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Daniel Pennac, parce que là encore, concours de circonstances, j'ai appris que vous-même, vous faites du tir à l'arc. Oui, mais de façon absolument solitaire. Je crois que personne ne m'a jamais vu tirer à l'arc. Dans ma grange, dans le Vercors, il y a une grange très longue et j'ai une cible à 22 pas, à laquelle je vais rendre visite tous les jours, et tous les jours, il faut que je colle 5 flèches dans le jaune, à 22 pas, et tant qu'elles n'y sont pas, je reste. Et je n'ai pas le droit de faire une autre cible une fois qu'elles y sont toutes, je ne m'accorde pas. Donc c'est un truc totalement ritualisé, et je m'amusais à ça, en effet, coller mes 5 flèches dans le cœur de la cible, ce qui peut prendre entre 5 minutes et 1h15. Oui, j'imagine, selon la dextérité. Oui, selon l'humeur du jour. Selon la concentration. La concentration, oui, on ne sait pas trop. Ça m'intéresse beaucoup quand je suis seul avec ma cible. Qu'est-ce qui fait que des jours, les 5 flèches y vont presque immédiatement, en 4 minutes 5, je crois que c'est vrai. Et d'autres jours, rien à faire. Ça s'éparpille un peu tout autour. C'est assez mystérieux. À quel moment vous avez mis au point ce rituel, puisque vous parlez tous les deux de rituel, tirer comme ça à l'arc? Oh, dans les années 95, quand j'ai acheté cette maison, ça c'est une ferme, un copain paysan dans le Vercors qui m'a vendu sa ferme avec la grange. Et je me suis rappelé des souvenirs d'enfance. Quand j'étais gosse, il y avait un jour une foire est venue à Savigny-sur-Orge, tout de suite après la guerre. Il y avait encore des tickets de rationnement, etc. Et à cette foire, il y avait des arcs, j'avais jamais tiré à l'arc. Et il y avait une dame qui me gardait un colosse comme ça, qui s'appelait Reine.
Et elle me dit, La qu'est-ce que tu reine veux de faire? Saint-Denis-sur-Orge. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, mon petit? Je dis, je voudrais tirer à l'arc. Alors, je ne savais pas. Le forain m'apprend. Et à chaque fois qu'on mettait les flèches dans le cœur, on touchait 1 kilo de sucre. Ce qui était très important, parce que tout le monde crevait de faim. Et on lui a piqué 17 kilos de sucre, avec mon arc, moi, tout seul enfant. Donc, je me suis découvert une espèce de don d'enfant pour l'arc. Et dans le Vercors, beaucoup plus tard, j'ai eu envie de recommencer, mais sans public, sans gain, comme ça, rituellement. Vous avez appris, vous aussi, dans le cadre de cette sculpture, de cette installation, de cette performance? Appris, c'est un grand mot. Je suis en apprentissage. Ah oui, quand même, ouais. J'ai pas encore appris, je suis en apprentissage. Pour J'ai savoir acheté quelle mon est premier l'intention. arc D'accord. et j'ai le meilleur des professeurs. Ah oui, non, mais c'est vrai, vous regardez ça ensemble? Oui, Et alors, elle est oui. comment? Tout va dans le c'est centre. parfait, oui, mais il a fallu qu'elle enchaîne beaucoup. Tout va dans le Il y a des centre. boulots. Alors, c'est intéressant parce que l'arc et la flèche, c'est vraiment un geste qui revient dans l'histoire de l'art. On parlera de Saint-Sébastien peut-être tout à l'heure, mais aussi associé à la performance et notamment d'une femme, Marina Abramović. Vous vous souvenez, il y a une performance qui s'appelle The Other Rest Energy. C'est en 1980. En fait, il faut imaginer Marina Abramović d'un côté, son compagnon, Oulay, et un arc entre les deux. Il y a Oulay qui tient la flèche, comme ça, et il y a Marina qui tient l'arc de l'autre côté. Et c'est-à-dire, c'est un jeu de tension et d'équilibre. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui lâche, à ce moment-là, c'est le cœur de Marina qui était perforé. Vous vous souvenez de cette installation, de cette image qui peut revenir? Complètement, je m'en souviens complètement. Et c'est vrai qu'elle est aussi, je pense, entre Eros et Thanatos, parce que voilà, on est entre le désir, cette relation d'amour entre eux, et en même temps entre la mort, comment l'un et l'autre peuvent s'impacter. Et je pense que ça parle aussi à cette idée du cancer du sein et comment est-ce que le compagnon, les proches sont tellement importants aussi dans cette épreuve. Donc c'est vraiment une sorte d'équilibre aussi. On peut partir d'un coup si on n'a pas les bonnes personnes pour vous soutenir. En 2016, quand on vous a diagnostiqué ce cancer du sein, sur quel projet vous travailliez à l'époque? Vous vous souvenez? Oui, un projet qui s'appelle Imbalance et qui était sur le déséquilibre et sur la maladie et qui était constellé d'aiguilles d'acupuncture. Et c'était des sculptures avec des milliers d'aiguilles d'acupuncture dessus, sans savoir que l'acupuncture allait devenir mon pilier pendant la maladie, puisque pendant la chimiothérapie, c'est vraiment un moyen exceptionnel reconnu maintenant par les oncologues. Ça a mis du temps. C'est le docteur Janin dans les années 80 qui se battait pour ça en France. Et aujourd'hui, c'est pratiqué par une armée de plus en plus grande de médecins acupuncteurs pour contrer les effets secondaires de la chimiothérapie. Alors vous-même, vous en parliez tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets d'y revenir, Daniel. Vous parliez du fait que vous pensiez qu'on avait diagnostiqué à l'époque pour vous un cancer du sein. Il y avait une grosseur. Je pensais, Ouais. il me le disait. Ouais. Il se trompait, Oui, mais il ne le savait pas. Moi non plus. C'est assez rare pour les hommes, mais ça existe. Quelle image aviez-vous de vous à ce moment-là quand vous avez cru que c'était un cancer du sein? Oh, c'est assez banal, j'avais la trouille, quoi. Je me disais, bon, ça y est, j'imagine que je devais ressentir un peu ce que ressentait Prune. Et en plus de ça, le fait que ce soit exceptionnel Ouais. n'arrange pas du tout le moral des troupes, parce que vous dites, non seulement j'en ai un, mais en plus, dans mon cas, Il faut que ça tombe sur moi. il faut que ça tombe sur moi. Et en réalité, les diagnostics successifs étaient erronés, ils s'étaient trompés, avec beaucoup de certitude. Ils s'étaient trompés, parce que le type vous dit, oui, bon, bah, c'est un cancer. Oui, Donc il faut faire une biopsie. Vous allez faire la biopsie, la fille qui vous fait la biopsie dit, ah oui, il y a beaucoup de chances pour que ce soit. Et il faut qu'au bout du compte, après l'opération, on dit, mais non, non, non. Alors, et là, ça vous flanque dans un état de sentiment d'injustice incroyable, non pas vis-à-vis de vous, mais ça se passe à la clinique, comment ça s'appelle, la clinique du sein. Et il y avait donc la quantité de dames, plus ou moins jeunes, qui toutes avaient un cancer du sein. Donc moi, on m'apprend que je n'en ai pas. Quand je suis passé à la caisse pour payer, ça se paye l'opération, j'ai demandé à la jeune fille qui tenait à la caisse, j'ai dit, mais combien de personnes sortent dans la journée de votre clinique avec cette bonne nouvelle, que le truc n'est pas cancéreux? Elle me dit, aujourd'hui, aucune. Et la clinique était bondée. Donc, quand ensuite j'ai fait, on en parlera après, le texte pour Prune, j'ai beaucoup
pensé à ça. J'ai beaucoup pensé à cette espèce d'injustice statistique, injustice du sort, comme ça. On sort indemne et on laisse des gens qui sont en danger, qui sont dans l'angoisse, mais qui, et là on en revient à Prune, qui, devant ce travail et les explications du travail, trouve quelque chose j'imagine trouver un réconfort. D'abord, c'est tellement beau. Oui. Ça parle en fait tellement d'avenir, et d'avenir sauf, d'avenir sauvé, que ça fait certainement du bien à toutes les femmes que j'ai laissées dans cette clinique et qui étaient, elles, atteintes. Vous parlez d'un texte que vous avez envoyé à Prune, qui est une lettre qu'on peut trouver dans le catalogue de l'exposition. Prune, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce texte? Parce que quand on s'est eu tout à l'heure au téléphone, enfin c'était hier d'ailleurs, vous m'avez parlé d'une image, alors j'avais pas du tout fait le lien, qui est la bataille d'Azincourt. Et c'est quelque chose qui vous avait marqué dans ce texte. Ah, pas du tout, ça c'est Daniel. Ah oui, ça m'a marqué dans le texte de Daniel. Mais en fait, j'avais cette exposition, cette proposition de catalogue. Et pour moi, ça s'est placé comme une évidence que c'était avec Daniel que je devais travailler. Alors oui, j'avais lu C'est Malocène quand j'étais jeune, je les avais relus aujourd'hui, j'adorais son travail. Mais au-delà de ça, j'avais une intuition qui me disait, alors Daniel venait de m'annoncer effectivement, comme il avait vu mon film, que lui aussi était passé par cette épreuve. Et moi, je fonctionne beaucoup par association d'idées, par champs lexicaux aussi dans mon travail. Et tes textes sont tellement poétiques. Et du coup, le fait de savoir que voilà, il était passé à travers cette épreuve, que il était archer, que surtout le premier des Malocènes, Au bonheur des ogres, s'inspire entre autres du Bon Marché. Tout ça juste s'ajoutait pour faire comme une évidence, et en plus du fait que je rêvais de travailler avec lui. Et du coup, ce texte-là, ensuite, cette lettre, c'est comme un cadeau qui m'est destiné, mais pas qu'à moi, c'est aux Amazones. Et c'est vraiment quelque chose d'important de l'appeler lettre à Prune et aux Amazones, parce que je pense que Daniel aussi, comme il est passé à travers cette épreuve, il faisait partie des 0,2% d'hommes à potentiellement avoir un cancer du sein, qu'ensuite il a été le 1 sur 100 000 à ne pas avoir, ça ressemble à un cancer du sein, mais ça n'en est pas un. On a vraiment cette impression d'être dans un champ de bataille où toutes les femmes tombent autour de vous, et vous restez là indemne et vous savez pas pourquoi. Et c'est un peu, d'une certaine manière, cette lettre et ta passation. Voilà. Sur le champ de bataille, et donc avec cette bataille d'Azincourt, moi ça m'a passionné cette histoire, parce que il y a quelque chose sur l'invisibilité, en fait, du mal. C'est ça qui est en jeu dans la bataille d'Azincourt. La bataille d'Azincourt, 15e siècle, les Anglais, les Français. C'est une défaite française effarante. C'est-à-dire que l'armée anglaise est absolument décimée par le typhus, le choléra, etc. et s'en va pour essayer de regagner l'Angleterre. Et les Français les poursuivent. Et il y a toute la noblesse française. C'est-à-dire, il y a une disproportion de nombre et de force terrible. Et les Anglais décident de faire face à Azincourt, qui est près de la mer. Ils sont prêts d'arriver, mais ils n'y arriveront pas. Ils sentent qu'ils vont être rattrapés et qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Et là, ils entraînent les Français à les attaquer dans un champ qui est bordé de forêt. Ce champ, il pleut depuis 10 jours, le champ a été labouré, et c'est une gadoue incroyablement épaisse, et les chevaliers français, qui avaient comme ça un pois chiche dans la cervelle sous leurs armures énormes, foncent dans ce champ comme un seul homme, vers quelques Anglais qui se montent, et s'embourbent là-dedans, avec le poids des armures, et le poids des armures sur les cheveux, s'embourbent comme ça. Les Anglais, eux, ont placé derrière une colline invisible 5000 archers. C'est ça. 5000 archers. Qui, avec des arcs à longue portée, tirent par-dessus la colline sur les Français à raison de 12 flèches à la minute et par archer. Donc, vous imaginez, ça fait 6000 flèches. Chaque minute tombe sur ces gens qui sont embourbés là-dedans. Et c'est un massacre. D'autant plus, c'est le massacre de la Piétaille qui n'a pas d'armure.
Les gens sont cloués. Et évidemment, c'est une métaphore quand j'ai écrit cette lettre à Prune, j'ai repensé à moi dans cette clinique. Il y avait le nombre de flèches qui étaient tombées sur toutes ces femmes. Et moi qui m'en suis sorti, comment? Sous quel chevalier? Peut-être qu'il y a un crétin de chevalier qui m'était tombé dessus et son armure m'a protégé. Ça a été, oui, c'était une métaphore de l'extrême violence. Puis ce mal qui vient de nulle part. Comment l'a-t-on attrapé? Ouais. C'est très métaphorique des guerres contemporaines qui consistent à tuer des gens qu'on ne voit pas. À distance. À distance, qui ne sont pas militaires. C'est la première guerre à distance, en fait. Oui, c'est la première bataille où on ne voit pas l'adversaire. Et l'adversaire ne voit pas les gens qu'il tue. Et il les tue. Ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint exactement votre travail par association et par métaphore, parce que le cancer du sein, n'importe quel cancer, en fait, c'est un mal qu'on ne voit pas, qu'on l'on voit à travers des écrans, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire à l'époque. Ça voulait dire que vous, pour vous en sortir, en fait, ou en tout cas pour pouvoir l'attaquer, véritablement, il fallait mettre des images dessus. Oui, et puis je pense qu'aussi c'est des images positives quand on retourne la cible qui est derrière nous, c'est des cercles concentriques comme autant de cercles qui marquent les années d'un arbre. Donc c'est sur cette métaphore du tronc coupé d'un arbre comme le tronc coupé d'une femme. Et c'est aussi une image que j'ai retrouvée dans un des derniers livres de Daniel qui s'appelle La loi du rêveur, qui est inspiré de Fellini, dont on partage l'amour. Et c'est l'image comme ça d'un Saint-Sébastien qui a une auréole et qui se rajoute au fur et à mesure des années. Ben, tu vas mieux raconter l'histoire entre une complicité entre une femme et son mari, elle très pieuse, lui pas du tout. Et c'est une autre encore idée, association d'idées entre nous deux qui s'est ajoutée à tout ça. Donc oui, la partie de métaphore, je pense, est très importante pour se raconter des histoires, pour être dans l'imaginaire et pour sortir du réel, mais pour les bonnes raisons. Vous nous faites Daniel Pénac raconte cette histoire de Saint-Sébastien. Et tous les enfants ont joué à ça. Ouais. Tu coupes un arbre et tu trouves son âge. Il y a des cercles. Ouais. Excentriques ou concentriques, plutôt concentriques parce que les enfants comptent de l'extérieur le nombre et entre les petits, il y a des espaces qui disent s'il y a eu beaucoup d'eau cette année-là, pas beaucoup d'eau cette année. Il y a toute une vie, une véritable vie. Et l'histoire de Saint-Sébastien, oui, c'est une histoire de ces deux paysans sardes. Gavin, c'est lui, et elle, je me rappelle plus, j'ai pas son nom sur le pain, peu importe. Elle, très pieuse, et lui, communiste. Il s'est parti de Sardaigne après la mort de Gramsci, communiste, comme ça. Radicalement et qui considère, et elle a un petit Saint-Sébastien. Et cette histoire, oui, il avait un petit Saint-Sébastien sur sa commode. Et Gavinou se moquait toujours d'elle en lui disant, toi, ton bon Dieu et tous ces saints. Et à chaque fois qu'il se moquait d'elle, elle ajoutait un petit cercle à l'auréole du saint. Ce qui fait que, à chaque dispute, elle taillait un petit cercle, et elle faisait, et le saint, à la fin de leur vie, en fait, c'est de la s'adorer, c'était leur seul sujet de dispute. Et à la fin de sa vie, le saint avait une auréole immense. Il était tout petit. Et il disait le nombre d'années d'amour entre Pépine et Gavinou, et le nombre de leurs disputes en même temps. C'est très beau, une auréole qui devient une cible. Alors, le titre de l'exposition, c'est Amazone érogène. Amazone, c'est un titre qui arrive il y a quelques années, en fait, 2018, et il renvoie à une œuvre, on va dire, monumentale, 4 mètres de haut, que vous aviez installée à New York. Et c'est sur elle que vous finissez votre film Serendipity. Je voudrais qu'on regarde cet extrait. Mais dans ce cas-là, tu viens avec nous en salle? Ah, vous filmez vraiment?
c'est magique. Si on est en toute confiance entre vos mains. Merci. Donc une installation monumentale, comme toujours, on y reviendra, Daniel Penac, comme toujours pour Prune, installation d'une Amazone de 4 ou 5 mètres. Faudra qu'on vérifie, faudra qu'on la mesure. Vous nous resituez un petit peu cette histoire, cette œuvre? En fait, j'habite à New York donc, depuis 10 ans et j'ai décidé de me faire traiter en France. Mais retournant à New York après toutes mes opérations, notamment de reconstruction, j'avais un peu le sentiment d'être passé de sculpteur à sculpture pendant toutes ces années entre les mains des médecins. Donc j'avais envie de faire un rite de passage, un rituel pour redevenir sculpteur. Et j'ai sculpté cette œuvre vraiment comme un votif, comme ces œuvres qui existent depuis des milliers d'années où des personnes malades demandent à un artisan de sculpter, que ce soit en bois, en terre cuite selon les pays, parfois en 3D, parfois en embossé, etc., etc. Et donc j'ai fait mon votif, cette sculpture, qui est ma catharsis, et que j'ai recouverte de bâtons d'encens, voilà, comme autant d'aiguilles d'acupuncture sur cette idée de guérison. Et j'ai invité tous les gens de mon entourage, mes proches, ma famille, qui m'avaient soutenue pendant tout ce parcours, pour symboliquement venir allumer les bâtons d'encens, voilà, comme un geste cathartique. Et puis moi aussi de casser le sein de la sculpture avec un geste, avec un marteau de sculpture, pour redevenir sculpteur. Alors c'est assez beau parce que toujours dans le parcours, il y a vraiment un travail plastiquement superbe à voir, mais il y a toujours des gestes de violence. Enfouir des statues, par exemple, ici, arracher un sein, ici, par exemple, un geste d'archer. C'est très beau de voir cette ambivalence qu'il y a, de trouver la beauté dans la violence ou la violence dans la beauté. Mais surtout, il y a quelque chose qui vous caractérise, et puis je vois bien que vous l'avez repéré, Daniel, c'est cette monumentalité. C'est jamais petit, hein, avec Prune. Oui, on peut pas lui dire, mais mets-toi dans ton coin, sur ton petit, puis vas-y, mais fais, non. C'est 4 mètres de haut, 8 mètres de large, 12 mètres, enterré pendant 15 ans, des grands gestes, oui. Une foule mais, alors, il y a, et ça, j'adore ça. C'est, encore une fois, le contraste entre ce qu'une femme subit, une maladie, donc le risque de mourir, d'y laisser sa peau, l'angoisse incroyable, et la réaction qui consiste non pas
à se mettre dans son coin pour méditer sur son petit sort. Non, je vais faire quelque chose de gigantesque. Un film d'abord. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un film. Dieu merci, non. Et ensuite, ça. Et ça, c'est ça le message d'espoir, comme on dit bêtement toujours, mais c'est vrai en l'occurrence. C'est-à-dire des choses monumentales qui regardent l'avenir, parce que tous les thèmes, c'est vrai qu'il y a ce rapport entre la violence, mais tous les thèmes regardent l'avenir. Et un avenir bouillonnant, un avenir actif. C'est vraiment frappant, ça. Mais ça, j'avais été mise en relation au moment où je passais à travers mes traitements avec quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui était la cousine de ma cousine de l'autre côté et qui passait à travers la même chose que moi, en même temps. Ouais. Et elle, son métier était de travailler dans des hôpitaux pour soutenir des enfants malades. Des enfants notamment qui passaient à travers le cancer. Moi, ça a été important, essentiel, de la survie pour moi de continuer à travailler. Mais pour elle, c'était de la survie d'arrêter de travailler. Donc ça dépend vraiment du contexte. Il n'y a pas de bonne réaction. Il y a juste une réaction qui vous correspond, qui résonne chez vous. C'est juste, je pense que le cancer ou toute autre épreuve, c'est une manière de pouvoir apprendre à écouter son corps, à écouter son intuition. Et on est comme une corde d'arc. Si on la tend et qu'on la laisse repartir, elle vibre, elle résonne, et c'est juste cette résonance qu'il faut écouter. Et quand quelque chose est au bon endroit, c'est juste ça résonne au bon endroit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réappris, parce que je pense qu'on a tout ça quand on est enfant, à travers la maladie. Alors, une dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que si vous vous êtes entouré de Daniel Pénac qui est écrivain, c'est que vous avez vraiment un rapport, certes aux images, mais aussi aux mots. Et il y a un jeu de mots pour cette exposition, c'est Amazone érogène. Donc on voit bien le jeu de mots, mais j'aimerais bien que vous précisiez exactement l'enjeu de ce déplacement, en fait, Prune. En fait, c'est un mot qui m'est venu alors que j'écrivais pour mon exposition Imbalance. Donc j'étais malade à ce moment-là et j'étais en pleine chimio et j'avais la chance d'avoir un ami qui s'appelle Mathieu Chédid, qui est une personne dont j'adore le travail depuis des années, et je lui ai demandé timidement à l'époque de me faire une petite sorte de musique de spa pour l'exposition Imbalance que j'avais au sous-sol, où il y avait un salon de massage très dérangeant où on pouvait se faire masser pendant toute la durée de l'exposition. Et Mathieu, dans sa créativité, m'a dit « Ah oui, mais complètement, j'ai toujours rêvé de faire une musique de spa » et m'écrit cette chanson, qui est pas une chanson, qui est vraiment un son. Et à la fin d'une journée de travail où on a ce morceau fini, il commence à me faire écouter des petits sons qu'il était en train d'écrire pour Agnès Varda, pour son film avec JR. Ah oui, donc tout se rejoint, d'accord. Et là, j'entends cette musique, il la siffle, il la joue, et je me dis, mais Mathieu, ça serait tellement beau des paroles là-dessus, imagine que Agnès chante ou qu'on entende sa voix. Et là, on commence à écrire. Et on écrit une chanson qui est encore jamais sortie, mais qu'on aimerait bien sortir, parce qu'on l'aime beaucoup. Et à un moment donné, dans un des couplets, je trouve Amazone érogène. Parce que Agnès, à ce moment-là, ne savait pas encore qu'elle avait elle-même un cancer du sein. Donc c'est vraiment un hasard. Mais quelque chose est sorti comme ça, et j'écris dans cette chanson le mot Amazone érogène. Et cette chanson, voilà, les couplets, je pourrais vous les dire là de tête, mais c'était ma première chanson. Et on la sort jamais, on la garde pour nous, pour Agnès, etc. Et quelques années plus tard, quand j'ai l'idée de cette œuvre avec toutes les flèches et la cible que j'ai présentée à mon expo Catharsis à Templon en 2019, je ressors ce mot, ce titre, et je me dis c'est ça que je veux pour cette œuvre-là. Et puis encore années après, au moment de reprendre cette œuvre qui existait en petit, 108 flèches, une cible taille humaine, ce titre s'est imposé. Et à ce moment-là, je me dis, ce serait sympa en fait de raconter une histoire, en plus du texte de Daniel qui m'avait tant inspiré, d'en faire une chanson. Donc je vais voir très naïvement encore une fois Daniel, et je lui dis, tiens, est-ce que tu connais mon copain Mathieu Chédid qui est extraordinaire, est-ce que ça te dirait qu'on écrive une chanson ensemble? Et là Daniel me dit, mais fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix.
Exactement jamais ça. écrit une seule chanson de ma vie. La poésie, c'est une quintessence à laquelle je n'ai pas droit. Non, 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 je n'écrirai pas de chanson. Voilà. Et moi, comme je me dis, ce Comme elle sont est têtue, deux belles comme- personnes, comme je suis aussi têtue, et comme surtout je me dis que ce sont deux belles personnes, allons déjeuner avec Mathieu. Et comme Mathieu, comme tout musicien supra-créatif, a son studio à n'importe quel endroit, et là, de sa guitare et de sa magie, on a réussi à, en quelques heures, écrire une chanson tous les trois. On a écrit la chanson, oui. Votre première chanson. Ma première, et sans doute ma dernière. Oh, qu'est-ce que vous en savez? C'est une chanson qu'on peut voir hein, sur le site du Bon Marché. Une dernière question, parce que tout à l'heure, quand on a commencé, c'est intéressant, vous disiez que ce cancer du sang, en 2016, a changé l'axe de votre travail. Avant, vous regardiez les autres, et avec ce travail, vous êtes un peu retourné sur vous-même pour repartir vers les autres. Amazon Érogène, il y a vraiment une volonté comme ça d'aller, on le voit, hein, de l'avant. Moi, je me suis demandé, Daniel, si vous, dans votre parcours, il y avait eu comme ça un moment clé qui avait pu changer quelque chose dans votre, ou bien dans votre écriture, ou dans votre vision de la littérature, ou de vous-même écrivain. Oui, oui, mais c'est très banal. Hein. C'est très banal. C'était... Quand ça commence comme ça, non. On est sûr que ça ne sera pas. C'était Allons-y. très, très banal. C'était dans les années 80 et la littérature française de l'époque m'agaçait. Elle était très théorique, elle était très soumise au structuralisme, elle était une affaire d'intellectuels qui... Et bon, il y avait des choses que j'aimais, bien entendu, je lisais Barthes, enfin, mais personnellement, en tant que créateur potentiel, j'avais envie d'écrire, ça ne me satisfaisait vraiment pas. Et j'en parlais avec un ami, un historien, Jacques Bénac. J'ai dit, écoute, quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui me manque dans cette fichue littérature. Et Jacques me dit, t'as qu'à le faire, t'as qu'à la faire. Et il suffit que tu racontes les histoires telles que tu nous les racontes. Vas-y. Et c'est comme ça que sont nées les Malocènes, en effet. Ouais. Ici, au Bon Marché, avec Au Bonheur des Ogres. Oui, le cadre. Le cadre, oui. C'était un mix entre plusieurs magasins, mais le cadre, c'était ici, et ça parle à l'architecte que vous avez failli être. Moi? Ouais, non? Non. Non, j'ai pas failli être un architecte, mais je m'intéressais à l'architecture et à l'urbanisme, et j'avais fait une première version de La Fée Carabine, 200 pages, que j'avais écrit comme ça pendant que entre mes cours et les copies à corriger. Et en arrivant dans le Vercors, je dis à ma femme, écoute, je viens de relire ça, c'est pas bon. Tu pourrais pas le lire? Elle me dit, oui, mais va faire un tour. Je veux pas sur mon dos pendant que je vais lire ton bouquin. Je reviens, elle me dit, tu as raison, c'est de la merde. C'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Je dis, mais pourquoi? Je dis, parce que c'est un traité d'architecture, on s'en fout. Ça n'est pas un roman. Donc j'étais encore victime de ce besoin absolu de faire sens, comme ça. Et j'avais fait un traité d'architecture et d'urbanisme au lieu d'écrire un roman policier. La Fée Carabine, et on a relu ça auprès du feu, à voix haute, et à chaque page qu'on voulait détruire, Mine, ma femme, me le lisait à voix haute, et puis je disais au feu. Et on en a brûlé 185 sur 200, il n'en restait que 15. Et on est retourné, je suis retourné avec les 15 premières à la simplicité de l'histoire, au jet, quoi. Au jet. Oui, pas essayer de marquer son époque. Non, faut raconter. Dans l'issue de l'époque, fera ce qu'elle veut. Au jet, je reprendrai presque ce mot pour regarder le geste qui est derrière nous. J'imagine qu'il y a des questions. Avant ça, j'avais l'impression que je travaillais presque comme une anthropologue. Je me disais à moi-même que j'aurais pu être anthropologue si j'avais pas fait le métier que je faisais. D'une certaine manière, c'était me mentir à moi-même parce qu'il y avait une anthropologue, un scientifique qui travaille de manière objective. Et quand on est artiste, on peut pas être objectif, on est forcément subjectif. Donc ça m'a ramené, ça m'a fait accepter cette partie-là. Et puis ça m'a obligée aussi à regarder à l'intérieur de moi, là où j'avais cette tumeur que j'ai pris comme une image de matière à travailler. Donc ça m'a obligée à regarder à l'intérieur de moi. Oula.
C'est très très dur à dire parce que l'œuvre, c'est tout. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai un tableau fétiche qui est le chien semi-caché de Goya, qui est un tableau presque abstrait où on voit la tête d'un petit chien entre deux masses de peinture qui sont des ocres, le ciel, des choses comme ça. Et on a un petit chien qui regarde. Et je ne sais pas pourquoi cette œuvre m'a toujours beaucoup touché. Impossible pour moi de répondre. Il y en a trop. Oui, pour Prune, c'est impossible. Et pour moi, c'est vous demander quel est votre roman préféré. Impossible, il y en a trop. En fait, j'ai réfléchi aussi par où la plupart des gens rentraient, et la plupart des gens rentrent par la rue de Sèvres. Et du coup, on arrive sur l'arc, on arrive sur un arc tendu avec une flèche prête à partir qui se dirige vers la cible. Et en miroir, il y a la nuée de flèches qui peut justement avoir l'impression, on a l'impression qu'elle part dans un sens comme elle peut partir dans un autre. Donc c'est vraiment comme ça aussi, c'est sur cette idée de miroir et encore une fois d'infini. Alors, j'en ai fait une œuvre d'ailleurs après dans mon exposition Catharsis. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment qu'on a parfois l'impression d'être un morceau. Justement, ces votifs dont on parlait juste avant sont des objets qui représentent un morceau du corps sur lequel on est malade. Et j'en ai fait une œuvre où il y a plein de morceaux comme ça, mais qui recréent une femme entière. Et en fait, c'est ça qu'on a envie de rappeler parfois aux médecins, c'est que même s'ils sont très spécialisés aujourd'hui dans telle ou telle chose, que ce soit le foie, que ce soit le ventre, que ce soit le sein, bah on oublie parfois qu'en fait, face à nous, on a un être humain, une femme, qui est non seulement un corps, mais aussi une âme. Et que voilà, cet ensemble fonctionne ensemble, et que les cicatrices ne sont pas seulement les cicatrices du corps, mais aussi les cicatrices de l'âme. Ah, c'est rigolo parce que c'est Lou, 6 ans, comme ma nièce. C'est peut-être elle qui écrit en fait, mais elle aurait dû me demander en direct. J'ai pas osé leur en parler, je m'en veux encore. Je pense qu'il faut vraiment dire les choses aux enfants, mettre des mots sur ce qui nous arrive. Ça fait moins peur, sinon ils se sentent coupables. Il y a plein de choses qui traversent la tête des enfants, sans doute pas. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, bien sûr, j'ai eu très peur. Et j'ai encore parfois peur la nuit. On a toujours peur, mais on fait justement, on agit pour avoir moins peur. L'important, c'est l'action entraîne l'action. Il faut être dans l'action, et la proaction, et la procréativité, et la créativité. Merci à tous et à toutes. Merci Daniel. Merci. Merci Daniel. Pour ces belles histoires. Merci Prune pour cette exposition. Et merci à toute l'équipe du Bon Marché Rive Gauche pour leur accueil et pour avoir accompagné cet entretien. Il est temps de fermer la boutique. Là. Il est temps de tout arrêter, les lumières, les sons. Merci à vous et bonne soirée. Un garçon qui parle à une fille, il sait très bien que elle a une peur panique de la perte de sa séduction. Ça, il le sent. Et tu penses que parce que tu es une Amazone, tu vas plus me plaire du tout. C'est toi que j'aime. Il n'y a rien à branler de tes cicatrices. La vérité vraie, c'est ça, c'est toi que j'aime. Rien à foutre. Tu peux avoir 2 têtes et ça m'est égal. C'est ça qui est magnifique. T'es gentil, il leur arrive des trucs pas possibles. L'autre, l'amour de l'autre est inébranlable. Ça, j'ai vu souvent. Parce que c'est toi. Une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur ta poitrine de guerrière désarmée. Qu'un de cible
en ton sein touché, si jeune, sidéré, incompréhensible, d'où vient la flèche qui est l'archer. Mon Amazone, ce qui te gêne, ton cœur blessé, ta cicatrice, ne change rien à ce que j'aime. Ton ADN, oh, mon Éden, Amazone érogène, Amazone érotique, mon Amazone, tu es la même. Non, j'aime pas celui-là. Tu veux que je te filme? T'appuies ici. Je sais, j'ai la même. Ah oui, ok. Est-ce que je peux avoir Lisa un peu moins forte? Ou moins Incompréhensible, si jeune. Ah non, t'as déjà fait. Une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur ta poitrine, te cueille désormais. Cœur de cible, mon Amazone, ton sein touché, ce qui te gêne, ton corps, ta cicatrice. Mon Amazone, ce qui te gêne, ton corps blessé, ta cicatrice, ne change rien à ce que j'aime. Pluie de flèches, bataille enragée, tant et tant de poitrine, tour à tour transpercée. Ne vous laissez pas mourir, laissez-nous vous aimer. Tant de cordes à votre arc, chasserait sa sein unique, Amazone héroïque. À mes yeux, vous n'avez pas changé. Amazone, ce qui te gêne, ton corps blessé, ta cicatrice, ne change rien à ce que j'aime. Ta matrice, mon Éden, Amazone érogène, Amazone érotique, mon Amazone, tu es la même. Mes Amazones, ce qui vous gêne, vos corps blessés, vos cicatrices, ne changent rien à ce qu'on aime. Votre